de dire hop comme dans le moindre supermarché. Tiers-livre, atelier d'écriture, pousser la langue, on est l'avant-dernière. De toute façon, une autre après celle-ci. Peut-être une sorte de choses libres après, mais là maintenant, moi c'est différent. J'ai l'impression que chaque fois dans un cycle d'atelier, il y a un moment où, quel que soit le projet de départ, l'atelier remplace par sa propre logique. Alors là, moi j'avais voulu une sorte d'empreinte en creux. Pousser la langue, on travaille une forme, on travaille une forme, on travaille une forme. Et puis il y a un moment quand même où pour chacun des participants, ce qui s'est accumulé, ce qui s'est fabriqué, prend sa propre logique. Et le travail de proposition, il est pas si facilement, parce que je dois à la fois chercher des choses de syntaxe différentes, mais en même temps faire que ces petits rebonds, ces petits coups de canne de billard sur les côtés, ça aide à renvoyer chacun à pousser la masse de ce qu'il a constitué et écrit. Alors avec un certain nombre d'entre vous avec qui on discute individuellement, et ça n'a pas été fastoche. C'est-à-dire j'ai toujours l'impression quand je réponds ici que ça, finalement ça fait partie de ces réponses individuelles, parce que c'est tous ces échanges que j'ai là, et j'ai du mal à force de un mail. Bon, c'est les choses que j'aurais à penser un peu mieux en amont, mais j'y arrive, et quand on va finir là, dans 10 jours, fin octobre, comme c'était prévu, ce sera réglé, tous ces dialogues. Mais on va inventer un autre truc. Et là, moi, je suis un petit peu en attente de fabriquer cet autre truc. Alors, c'est pas le lieu ici d'en parler, mais je pense qu'on est déjà dans l'espace de la transition. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avancer à 80-100 personnes ensemble au même rythme? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut inventer sur la confiance et le fait qu'on a cette plateforme, l'idée de parcours individuel, tout ça, et surtout moi qui me permettrait de garder cette liberté de dire tiens, on va faire 3 séances sur ce truc, et puis vous venez pas, et puis on reprend autre chose, mais sans cette lourdeur de cycle été, cycle hiver. Et en plus, je pense qu'on ne pourra pas refaire mieux que ce qu'on a fait avec ces 3 derniers. Donc, qu'est-ce que je voulais vous proposer? J'avais besoin de dire ça parce que déjà on l'a fait avec ce jeu Hill, et ça me fait marrer toujours, parce qu'il y a ceux qui disent « Oh, j'y arriverai jamais », etc. Ceux qui disent « Oh, mais moi j'ai jamais employé le jeu ». Ben justement, c'est bien l'occasion de l'utiliser aussi. Puis qu'est-ce que ça peut faire si cet exercice ne vous concerne pas? Eh ben, prenez le suivant, celui-ci va vous concerner. Donc, je disais, avec un certain nombre d'entre vous, quand on est sur le dialogue individuel, j'ai demandé, mais ça y est, maintenant il faut rassembler ces textes dans un fichier unique, et si possible, prendre un bouquin que vous aimez bien, graphiquement, en format, vous réglez votre traitement de texte pour que ce soit, quel que soit le format ou ce que vous avez envie graphiquement d'explorer, et puis d'essayer d'approcher votre texte au maximum interligne, taille de caractère, police, de ce modèle livre. Ce travail strict de mise en page, c'est celui qui permet de prendre distance par rapport au texte, et déjà, dans un premier temps, de les reclasser. Par exemple, la 6 sur les fenêtres, ou par exemple la 7 introspection, très souvent, elles sont venues se placer en tête. Alors, ça, on en a déjà parlé. Là, donc, je voudrais quelque chose encore qui se joue par rapport à cette masse globale des textes. Alors évidemment, vous pouvez le faire en ligne. L'avantage du WordPress, c'est quoi? Vous cliquez sur votre nom d'auteur, et puis n'apparaissent plus que vos textes d'auteur dans l'ordre de publication. Et encore, même ça, si vous voulez changer l'ordre de lecture, il suffit de rechanger l'ordre de publication, et vous pouvez tout remanier avec ce WordPress. C'est un outil, moi qui, quand je vois la façon dont on l'a utilisé avec ces milliers de commentaires, contributions, discussions, tous ces tags qui s'entrecroisent, waouh, chapeau, la plateforme. Donc, je pense que là,
pour cette proposition. C'est intéressant que la phase préalable, pour l'ensemble de celles, ceux qui participent, que ce soit en dialogue avec moi, direct ou pas, vous fabriquiez cette première compile. C'est une compile lacunaire, décousue, mais précisément, c'est comme on met des petites briques. Vous savez, quand vous regardez la façon dont Hölderlin composait ses hymnes, vous avez des petits haber d'or, et il place ses mots aux chevilles, des fois vers la fin du vers, des fois au début. Et il y a une composition presque graphique de l'hymne qui se fait sur la page. Et bien là, c'est ces récits qui sont déjà presque dans une construction d'espace graphique. On a pris des repères sur une balade, une carte, une paroi. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Ça va être délicieusement provoquant. C'est quelque chose que je tournais autour depuis un moment. C'est toujours cet espace de diviser le texte en deux zones hiérarchiques. Par exemple, dans W, je crois qu'on l'a fait, je ne sais plus à quel moment, dans quel cycle, peut-être celui que j'avais intitulé Back to Basics. C'était dans W, vous savez, il y a ces 2 pages et demie qui s'écrivent sur sa mère, et puis le soir même, il s'aperçoit qu'il a mal orthographié le nom de sa mère. Et dans cette espèce de choc de compréhension, il reprend le texte et il va rajouter des notes en étoiles. Il y en a une bonne cinquantaine, 52 je crois. Et l'ensemble des notes devient plus long que le texte initial. Et ce qui est fabuleux dans W, c'est qu'au lieu d'intégrer les notes au texte, il nous laisse le processus d'étoilement en nous disant comment il l'a fait. Et ce double jeu, par exemple, je me souviens d'un livre paru il y a une vingtaine d'années maintenant, mais qui m'avait drôlement excité. Il y avait juste des notes de bas de page. Donc les pages étaient blanches, mais en dessous, il y avait ces trucs extrêmement denses qui se recroisaient, qui intervenaient sans cesse. Et donc le texte blanc devenait infiniment résonnant par ce jeu fictionnel, documentaire, qui s'installait dans les notes de bas de page. Alors, l'autre question encore qui se greffe, c'est du bazar mes trucs? Ouais, mais ça, c'est la spécialité maison et je ne vais pas culpabiliser là-dessus. C'est toujours ce curseur aussi, c'est toujours ma petite règle métallique, là. Où est-ce que vous allez poser le curseur entre réel et fiction? Et évidemment, c'est pas... la fiction, elle ne tiendra que si c'est assuré dans son rapport au réel, c'est-à-dire qu'elle peut se constituer comme illusion à partir du moment où elle est solidement éprouvée dans la possibilité d'être reçue, et que le réel, on l'a fait quand on a travaillé sur la description pile de face, vous savez, on prenait un arrêt de bus, une chaise, un mur, qu'est-ce que c'était beau aussi ce qu'on a fait, ce que vous m'avez offert dans ce truc-là, à condition que ça devienne métaphorique, allégorie, que ça devienne quelque chose qui n'est pas quelqu'un qui décrit ceci, mais qui, moi, me positionne à distance dans mon rapport à ce qui m'environne. Et donc, en ce moment-là, on retrouve le fonctionnement de la fiction. C'est clair? Non? Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ces fonctionnements-là, moi, je pense qu'on a de plus en plus d'auteurs à les explorer, aussi bien dans la théorie que, tout simplement, dans nos textes. J'aime bien me voir dans la petite fenêtre en face, puis comme les mains dans le grand objectif sont 40 cm en avant, là, maintenant on passe aux choses sérieuses, l'écriture. Alors je disais que ça va être délicieusement régressif, j'étais en tout cas déjà sur ce truc-là, c'est-à-dire la démarche, c'est que on a ces 11 ou 12 textes selon les interstices, selon là où vous en êtes, parce que chacun avance à son rythme, mais ça n'a pas d'importance. C'est vraiment une matière, les différents cycles là que je voudrais maintenant reprendre comme une espèce de carte générale, globale, continuer de la compléter tout le temps, mais pas avoir de parcours simultané. On y reviendra, on en reparlera. Mon but, c'était qu'à partir du moment où il y a ce premier bloc, on puisse le déplier par les dessous. Non pas rajouter une suite, non pas rajouter un récit qui s'enchaînerait parce que... mais lui créer des soubassements et créer une accumulation de matière par-dessous qui fait que ces choses-là peuvent se soulever et emporter la totalité. C'est-à-dire que le dessous, si on le laisse dans son premier état d'accumulation, il restera amorphe, il ne parlera pas. S'il vient comme
rapport à du temps, rapport à des espaces, rapport à des personnages, n'est-ce pas? Une personne qui se reconnaîtra. Mais qu'est-ce que c'est ce dédain pour le personnage? Oh non! Et on a bien peut-être le temps de se rattraper dans l'hiver à venir, à revenir un petit peu sur ces notions. Il n'y a pas de dédain. Le dédain, c'est ceux qui l'utilisent un petit peu trop mièvrement. Et malheureusement, dans le commerce de la littérature et les prix littéraires, c'est un peu trop souvent. Les grands bouquins, c'est quoi? C'est ceux qui déplacent l'approche humaine. Ils se l'embrassent de plus près, même avec des griffes s'il faut. Discussion en cours. Là, pour l'instant, où j'en suis? On a ce bloc de 11 textes, décousus, pas fini, explorant dans des tas de trucs. Eh bien, moi, je veux qu'on lui ouvre une cave. Elle existe, la cave. C'est juste aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Je tournais autour de ce truc-là. Et puis, avant-hier, là, vous savez, j'ai commencé des petits dimanches d'improvisation. Wow, c'est une drôle d'aventure qui m'arrive. Tellement que j'aime ça. J'avais été ressortir mes 3 Garnier belles lettres de la correspondance de Balzac. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas quelques autres. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai le 1, le 2, le 3. Et c'est la fragilité de Balzac qu'on découvre avec ça. Pas une naïveté, non, mais une discussion sur se procurer du lait d'ânesse, par exemple. Et puis tout d'un coup, ça vous ouvre des... Oh, bon. Et justement parce que... Donc c'est Roger Pierrot, l'éditeur. Justement parce que chaque lettre ne peut pas exister sans être contextualisée. Même chose pour la correspondance de Lovecraft, qui m'accompagne beaucoup depuis 3-4 ans, là, boulot en cours. Cette contextualisation, comment il l'a fait, Roger Pierrot? De temps en temps, on retrouve aussi les lettres reçues par Balzac. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc là, c'est facile. De temps en temps, c'est des introductions que lui va glisser par les notes. Le contexte nous paraît indiquer que Balzac envoie à Montalembert un exemplaire dédicacé, ce qui nous incite à placer cette lettre après le retour de Balzac à Paris. 2, comme nous l'avons déjà indiqué, page 569, note 1, le compte-rendu de La peau de chagrin dans l'Avenir du 6 novembre 1831 n'est pas de Montalembert. Il est signé MJC, CFC dessous, la réponse de Montalembert de retour à Paris. Est-ce que c'est intéressant, littérairement parlant? Oui ou non? Non, évidemment que non. Mais est-ce que ça change le rapport à la première énonciation? Oui. Est-ce que ça joue dans ce curseur entre fiction réelle, la fiction qui a besoin de se fonder pour être illusion, et cette part du réel qui devient tellement objectif qu'il n'est plus que énoncé factuel, mais c'est cet énoncé factuel qui, là, nous le fait exister comme réel. Ben, à ce moment-là, oui. Et ça, c'est première petite contextualisation par des notes. Ça renvoie à ce livre, je crois que c'était Cécile Vachebrot, peut-être je me trompe, hein. Ce livre où il n'y avait que des notes de bas de page. Mais principalement, le boulot d'éditeur de Roger Pierrot, il est à la fin. Il est tout bête, il y a un index des noms cités et un index des lieux cités, plus une table des concordances. Est-ce que, là, moi, ça vaudrait le coup que je vous fasse un index des noms ou un index des lieux? Non. Par contre, dans combien de livres, mais là c'est encore une autre idée, c'est encore des pistes, mais je sais que moi je travaille souvent comme ça, c'est-à-dire quand j'avance mon fichier, les notes ou les bribes ou les idées s'écrivent en même temps à la fin du fichier, et que donc cette espèce de répertoire ou cette espèce d'index fait dès le début partie du livre. Et ça, on a régulièrement des choses comme ça dans les textes contemporains. Je suis en train de chercher un qui travaille avec évidence de cette façon. Bon, il y a ça chez Coltès, mais un autre que je cherchais, mais fait rien, on en complétera sur Facebook quand j'aurai retrouvé. Mais surtout, c'est qui les personnages? Les correspondants de Balzac. Et là, vous avez des textes, 1 page, 2 pages, et c'est la relation de Balzac, mais surtout, à qui il écrit? Qui est cette personne? Et en faire un petit peu l'histoire. Et puis donc arrivent les lieux.
pourquoi Balzac il écrit de cette maison à l'Isle-Adam cet été-là. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que, alors là, c'est-à-dire que je cherchais quelque chose là-dedans. Je savais que j'allais là, j'avais Cécile Vachebrod dans la tête, j'avais ces carnets que Coltès, dans Key West par exemple, il y a toutes les notes qui s'écrivent au bout, et qui font partie du texte organiquement. Mais dimanche, là, en me faisant mon truc sur Balzac, j'ai dit, bah tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse l'appareil critique de nos textes. C'est-à-dire si on fait, en reprenant cet ensemble décousu de 11 textes, mais qu'on a remis dans un certain ordre, et sur lequel on a commencé à travailler une mise en page, et que simplement, on fasse un ensemble de notes qui, pour soi-même, aillent rechercher le réel source, les personnages source, l'événement source, le lieu source, et qu'on ne triche pas, qu'on se les coltine. Vous les coltiner pour vous. On ne va pas mettre ça sur le blog directement. Ça peut être, si c'est des personnages, des initiales. Si c'est un nom de village, ça peut être aussi une initiale. Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Ou faire les textes sans citer aucun nom propre, ni de lieu, ni de personne. Mais en tout cas, ce rapport-là, c'est-à-dire que même si on est sur ma truc de curseur, dans un endroit, parce que ce sera la source réelle de ce dont vous avez, ce que vous avez évoqué, ce que vous avez survolé, ce que vous avez laissé dans... On fait un vrai travail de labour. Ce travail de labour, il fait exhumer des choses qui évidemment sont personnelles et qui en tant que telles n'ont pas à être partagées dans le geste de publication. Mais moi, c'est toujours cette ambiguïté qu'on travaille. C'est-à-dire ce labour, on le fait, et que ce qui n'a pas à être, ce qui doit rester dans l'espace privé et non pas venir dans l'espace public, évidemment, on va le laisser comme ça. C'est le petit trou au bout de la règle, là. Hop, ça passe dedans et ça s'en va. Mais la question du labour, la question de ce qu'on exhume dans cette terre... M'excusez, je reviens de 3 jours en Vendée, alors de la grosse terre lourde des terres prises sur la mer, on avait plein les chaussures encore avant-hier. Mes métaphores sont rurales, pour une fois. En tout bien, tout honneur. Eh bien, ce labour, c'est ça qu'on va laisser. Et vous voyez, l'idée, ce serait ça aussi. C'est-à-dire, non pas en faire un texte de plus, une suite au texte, mais c'est pour ça que la question des notes de bas de page de Cécile Vachebrod est extrêmement importante. Là, je ne vous donnerai même pas de fichier d'appui pour ce truc-là. L'écriture, elle va être documentaire, toute simple. C'est l'idée que ce que vous allez aller piocher, aller ramasser, aller extorquer, parce que c'est le réel sous le texte, eh bien, vous le laissiez dans sa fragmentation, comme si c'était à la fin. Lui, il appelle ça table des correspondants de Balzac. Eh bien, vous, ce sera quelque chose du même ordre, quelque chose qui se laisse à la fin, parce que si on le disposait sous le livre, ce serait une suite de rappels, c'est-à-dire on fait une nappe souterraine qui concerne des lieux, des personnages, des événements, et qu'on laisse dans son exposé documentaire. C'est-à-dire que la seule chose d'écriture que je vous demande, c'est d'aller l'extorquer en tant que la trace même du travail d'aller le piocher. Et ça, il n'y a pas besoin de se donner un modèle, enfin, tout ce que vous aimez. Tenez, prenez Annie Ernaux. Vous avez bien un livre d'Annie Ernaux, là où vous êtes. Sinon, jetez-en un. Mais je ne vais pas faire d'extrait. Mais vous voyez, ça serait quand même, si j'allais prendre quelque chose, c'est une manière aussi de lui rendre hommage, ce serait par là. Je pense qu'on n'a pas à aller travailler sur un univers stylistique, pour une fois, juste à penser, pour chacune d'entre vous, cette question de la fouille. Une fouille qui est éclatée, il ne s'agit pas d'aller faire un récit sur tel personnage, c'est dire qu'à tel endroit dans ce récit, dessous, dans ces harmoniques, comptez ce lieu, comptez cette période, comptez cette année, comptez ce qui est arrivé, comptez ce truc qu'on vous avait rapporté, comptez cette photo, et puis ces choses-là, on les accumule comme des petites notes de contextualisation.
Alors, est-ce que ces notes, vous les reliez à l'endroit? Non, je pense que tout simplement, on va avoir, pour chacun d'entre vous, une espèce de faux dictionnaire fragmenté. C'est même cette chose inconnue. C'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui fait que l'instance privée sera à distance. Parce que ce sera une suite de fragments, un personnage, un lieu, etc. Et puis à nous de nous démerder pour retrouver, tiens, peut-être que ça va avec ces maisons qu'on avait oubliées et qu'on explore dans tel texte. Par contre, ce qui j'insiste, elle a bien fait de se trouver là à ce moment-là, ma petite réglette métallique. Ça sert à plein de choses, surtout à se gratter le dos en fait. Quand on est auteur, on n'a plus besoin d'aller repérer des millimètres et des centimètres. C'est cette nature documentaire qui va être l'évidence, la présence littéraire de cette suite de fragments que vous allez collationner autour, à partir, mais surtout comme si c'était en dessous. C'est les choses que le texte de surface a nié pour exister. C'est ça l'ambiguïté, c'est-à-dire que le texte a existé en niant son substrat réel, qui ne le concerne pas. Mais justement, parce qu'il le déplace, qu'il installe une lumière, qu'il installe un champ, eh bien, ce substrat de réel, pris dans un petit fragment. Le fragment préserve le privé. Ce fragment que vous allez faire revenir à la surface, et puis vous allez en accumuler tant que vous voulez, eh bien, c'est ça. Ils ne peuvent exister dans leur teneur documentaire que justement parce qu'ils naissent de la subjectivité parfaite de la musique, de l'aventure de récit, qui est leur mode d'apparence, de jeu, d'évocation dans le texte existant. Voilà, c'était ma proposition d'aujourd'hui, c'est-à-dire une suite de notes de bas de page. Mais c'est pas grave si on ne sait pas à quel endroit du texte doivent se mettre les notes de bas de page. On retrouve un fichier qui n'est composé que de notes de bas de page. Par contre, dans cette documentation, elle vous concerne vous, écrivant, elle vous concerne vous dans la fouille, vous dans le labour. Ce qui compte, c'est la teneur documentaire de cette fouille. Alors par exemple, toujours pareil, on n'est pas dans la fiction, encore que pour moi tout ça, cet atelier il est global. Alors l'autre jour, vous voyez, j'étais déjà là-dedans quand j'ai pris cette vidéo où je parle de l'élégie des chapeaux de Baudelaire, qui est resté un projet. Et puis il y a la liste des projets, il y a ces inventaires, ces accumulations, puis il y a le travail de Robert Kopp pour aller chercher tout ça. Et là encore, il y a les petits textes, les petits bouts de texte retrouvés, et puis il y a l'enquête. Et cette enquête, eh bien, elle devient élément du livre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fascine justement dans un tel livre, c'est non pas de disposer d'une liste de sous-titres à laquelle on ne comprendrait rien, plans et notes, hein, et puis à un moment donné, cette liste de mots qui concerne des chapeaux, mais que tout d'un coup, l'enquête nous autorise à lire. Attendez, je vais retrouver, par exemple, l'exemple que j'avais donné dans cette liste de projets qu'écrit Baudelaire, liste de poèmes à faire. Il y en a un qui s'appelle « Appartements inconnus » au pluriel. Comme nous, on a travaillé sur nos maisons oubliées. Eh bien, tout d'un coup, l'enquête de Robert Kopp, là, elle est ce qui nous permet de lire ce titre, non pas comme étant deux mots dans leur nudité banale, nudité ou nullité banale, mais d'être dans cette promesse de texte. Tout d'un coup, des éléments de matière viennent flotter, et parce qu'ils flottent, on s'en saisit. Alors Baudelaire, par exemple, a justement, beaucoup là-dedans aussi, la biographie de Claude Pichois, canonique. Récemment, quelqu'un, je crois, a publié une grosse biographie de Baudelaire, sans doute avec des éléments affinés, mais moi, je suis tellement dans celle de Pichois que ça va. Et Claude Pichois, qu'est-ce qu'il a fait à côté? Un dictionnaire Baudelaire. Et là, dans le dictionnaire Baudelaire, il y a quoi? Eh bien, les lieux, les maisons,
l'adresse des chambres, ce qu'on sait par les lettres de comment étaient les chambres ou les hôtels. Moi, ce que je vous propose, c'est ça. Là, les 11 textes que vous avez écrits, ils font pas ce volume-là. C'est pas grave, hein. Justement, c'est pour les nourrir. Mais cette séparation, on l'a fait. Regardez, le dictionnaire Baudelaire, il est plus gros que la biographie Baudelaire. C'est-à-dire les lieux, les voyages, les villes, les tableaux, les livres, tout ce matériau, eh bien, il reste en vrac. Mais ce vrac séparé, c'est ce qui nous permet de comprendre la folie Baudelaire de façon plus matérielle. Allez, on oublie Balzac, on oublie Baudelaire, on garde l'idée des notes de bas de page qui potentiellement auraient été dans le dessous si quelqu'un comme Robert Kopp, Roger Pierrot ou Claude Pichois se mettait à travailler sur vos textes. Donc avec l'humilité de la fouille, l'humilité de construire les sources, les traces, les choses évoquées, à quoi ça correspond. Et puis simplement, au lieu de les placer, plus tard vous le ferez, vous avez le temps, mais c'est cette question de matière, là nous, on la laisse dans ces fragments, comme des notes de bas de page d'un livre imaginaire, d'un livre qu'on n'a pas trouvé, méconnu. Qu'est-ce que je vous propose? Une dernière proposition de perspective d'échappatoire la semaine prochaine, et on sera au bout d'un sacré voyage qui n'a pas fini de nous poser de questions. Il y aura un sacré débrief après. À la semaine prochaine.